Merci, Monsieur Taillet. Madame la rapporteure, bonjour. Merci, Monsieur Taillet. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Je suis ravie de vous retrouver après, bien sûr, la partie pétition. Je vous retrouve en tant que vice-président de la commission d'enquête. Et notre président, Jean Terlier, vous prie de l'excuser parce qu'il ne pouvait pas présider cette semaine. Donc, il m'a demandé de le remplacer. Nous commençons aujourd'hui le cycle de nos auditions consacrées au volet environnemental du chantier de l'A69. Et je souhaite la bienvenue à 4 scientifiques de l'atelier d'écologie politique, à savoir M. Christophe Cassou, qui est peut-être lever la main pour que les gens puissent identifier. Bon. Voilà. Bonjour, merci. Christophe Cassou, qui est climatologue, rapporteur du GIEC. Ensuite, M. Rémi Bénos, qui est géographe. Bonjour. Bonjour. Monsieur Aurélien Bigot, ingénieur, chercheur sur les questions de transport et de transition énergétique. Oui, merci. Et enfin, Monsieur Julien Milanesi, qui est universitaire, chercheur sur les relations entre politique publique, société civile et environnement. Voilà. Bienvenue, messieurs. L'objet de notre commission d'enquête est d'examiner le montage juridique et financier de l'autoroute A69, ce qui exclut a priori tout débat sur son opportunité. Néanmoins, il a paru utile à notre commission d'y consacrer un moment pour des raisons aisément compréhensibles. Messieurs, nul n'ignore vos positions contre cette autoroute, mais chacun reconnaît votre expertise scientifique et c'est sur ce fondement que vous allez nous expliquer ces positions. Mes collègues réagiront certains en défense de l'autoroute ou vous poseront des questions à l'issue de vos interventions. Je suis moi-même porteuse de questions de Jean Terlier que je poserai à la fin. Et avant de commencer, je rappelle que notre audition est publique et retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Messieurs, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 19 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et dire « je le jure ». Donc, je vais vous appeler chacun et vous me direz « je le jure ». Donc, Monsieur Cassou. Je le jure. Monsieur Bénos. Je le jure. Monsieur Bigot. Je le jure. Monsieur Milanesi. Je le jure. Je vous remercie. Je donne la parole à notre rapporteure, Madame Christine Arrigui. Merci Madame la Présidente, un grand plaisir de vous retrouver sur ce dossier A69. Donc je remercie évidemment nos invités pour leur disponibilité, puisque c'est leur deuxième disponibilité sur ce dossier, puisqu'ils avaient été auditionnés dans le cadre de la pétition. Alors plusieurs d'entre vous, on connaît évidemment plusieurs d'entre vous et on connaît la qualité de vos travaux soulignés par Madame la Présidente et qui se double d'un fort engagement sur la question majeure de notre temps, qui est la préservation de l'environnement. Alors, il m'a semblé indispensable, et je remercie la Commission de l'avoir accepté, de nous auditionner, parce que notre commission d'enquête se penche sur des actes juridiques et que la question environnementale, c'est du droit. Malheureusement insuffisamment prescriptif, on le verra ensuite avec l'audition concernant l'avis de l'autorité environnementale, mais quand on constate, et insuffisamment prescriptif, quand on constate en effet la crise environnementale sévère que traverse notre planète. Alors rien que dans notre pays, les atteintes à la forêt, les inondations hors normes, la sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales ne peuvent que nous interpeller. Et tout ont une origine commune, les émissions de gaz à effet de serre, vous le savez mieux que quiconque. Il y a donc là pour le groupe écologiste de l'Assemblée nationale, comme pour d'autres groupes, nécessité de réinterroger les projets, de réinterroger tout particulièrement celui de l'A69. Et quand je dis cela, je reprends les termes du président du conseil départemental de Haute-Garonne,
qui s'était exprimé sur le sujet en disant qu'il conviendrait de réinterroger ce projet qui artificialise des terres et jouera évidemment sa part dans l'émission de gaz à effet de serre. Alors, nos premières auditions nous ont permis de comprendre la genèse de cette voie routière, puisque c'était ce que nous avions faire, c'était pour effectivement acculturer tout le monde sur ce dossier. Donc, nous avons écouté et auditionné les personnes qui étaient à l'origine et qui ont participé d'une façon ou d'une autre à l'origine de ce projet, qui était conçu pour faire face à, je dis des guillemets, l'enclavement et la désindustrialisation du bassin de Castres-Mazamet. Mais les raisons qui ont fondé ce projet doivent être mises en perspective. Elles datent de plus de 30 ans et la manière dont nous concevons aujourd'hui l'aménagement d'un territoire est bien entendu évolué. Et au-delà du diagnostic des dommages infligés à la nature et à l'agriculture, la présence parmi vous d'économistes et de géographes doit nous permettre de définir quelle alternative peut être proposée aux habitants du sud du Tarn, sans que leur prospérité, mesurée aujourd'hui uniquement avec cette autoroute en termes de PIB, passe obligatoirement par une autoroute. Donc, je vous ai envoyé un questionnaire préparatoire à cette audition. Je précise que tous les questionnaires et les réponses, quand elles interviennent avant l'audition, sont communiqués à l'ensemble des membres de cette commission, qu'ils soient favorables ou défavorables à l'autoroute, parce que je considère en effet que cette commission doit être aussi un exercice de démocratie, démocratie qui a beaucoup manqué, me semble-t-il, dans le cadre de ce dossier, comme dans le cadre de bien d'autres sur lesquels je suis interpellée. Donc, je vous remercie donc de bien vouloir transmettre à la commission, s'il était besoin, en complément de ce que vous direz aujourd'hui, tout élément de réponse écrite ou d'analyse, mais vous nous avez envoyé un diaporama sur lequel je pense que vous allez appuyer vos interventions, que vous jugerez utile ou pertinent de nous adresser. Donc, je vous laisse évidemment la parole, puisque aujourd'hui, c'est votre audition. Et puis, comme Madame la Présidente, potentiellement, vous poserez des questions en suivant vos interventions. Je vous remercie. Alors, merci à Madame la rapporteure. Juste pour préciser à nos intervenants que vous avez la parole et vous êtes priés de ne pas dépasser 10 minutes chacun. Et je précise aux collègues que notre audition court jusqu'à 18h30, donc ce qui laissera le temps de poser des questions. Donc, messieurs, je vous laisse la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très Oui. bien. Oui, c'est bon. Bonjour, mesdames et messieurs les députés. Je vais commencer cette audition par un petit propos liminaire et puis ensuite, on va reprendre les uns après les autres les différentes questions qui ont été posées et on partagera du coup ce temps de parole. Mais je vais commencer au tout début par un petit propos liminaire. D'abord, pour vous remercier bien évidemment de votre invitation à cette commission d'enquête sur le projet de la 69. Et je vais prendre 1 ou 2 minutes pour revenir en fait sur la casquette avec laquelle j'interviens ici, ainsi que mes collègues qui sont présents. Donc, nous sommes ici des scientifiques dont le premier rôle est d'informer, d'amener la connaissance dans toutes les dimensions, en la rendant en fait la plus accessible possible au service de la décision publique, de la décision politique et au service de l'intérêt général. Donc, il est toujours important de rappeler que, en fait, dans le pacte déontologique qui lie un scientifique avec sa discipline, nous ne travaillons pas sur des opinions, mais sur des faits qui sont sourcés, qui sont transparents et qui sont traçables à des littératures, des publications scientifiques qui sont publiques, qui sont évaluées de manière indépendante et selon un cadre méthodologique commun à l'ensemble de la communauté de recherche internationale. Et je pense que c'est important aujourd'hui de préciser ces mots dans la mesure où le simple rappel actuellement de ces faits scientifiques et également de leur mise en contexte par rapport aux choix et aux décisions politiques, quand celles-ci au mieux les minorent et au pire n'en tiennent pas du tout compte, ce simple rappel fait passer les chercheuses et les chercheurs pour des militantes et des militants. Et généralement aussi, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble s'accompagne la plupart du temps de propos qui sont caricaturaux, de mots
au sens galvaudé, de vérité alternative, et tout ça visant à désinformer, à retarder l'action, à maintenir le statu quo pour protéger des intérêts particuliers. Alors, les historiens et les sciences humaines et sociales ont depuis longtemps analysé ces ressorts du déni climatique, hein, dont celui de discréditer la parole scientifique, mais c'est une dérive qui explose depuis quelques mois. Et donc, il est important aujourd'hui de le rappeler. Donc, bien évidemment, si la science ne peut en aucune façon dicter la décision publique, hein, nous considérons, nous, collectivement, communauté scientifique, que décider, en ignorant sciemment des connaissances scientifiques qui sont clairement établies et que l'on va vous présenter, est problématique dans une démocratie. Et donc, nous vous remercions une nouvelle fois de nous donner l'opportunité de partager ces faits scientifiques au sein de l'Assemblée. Désormais, aucun acteur ne pourra plus dire qu'il ne savait pas, et puis chaque acteur pourra trouver les sources de nos propos dans le document que nous vous joindrons à l'issue de cette audition. Donc, après ce propos liminaire, je vais commencer par une première question qui nous avait été posée, et ensuite je laisserai la parole à mes collègues. Donc, la première question était de déterminer ou de partager avec vous quelles étaient ou quelles sont les principales raisons qui nous ont conduits et qui nous conduisent toujours à nous opposer au projet d'A69. Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les avis d'autorités indépendantes, incluant l'autorité environnementale, le Conseil national de la protection de la nature, le Conseil d'orientation des infrastructures, qui, de manière unanime et sans appel, en fait, ont émis des avis défavorables dans des termes qui sont extrêmement clairs. Donc, je pense que vous allez entendre ces avis à différents moments au sein de cette commission. En tout cas, ces avis, personnellement, ces avis sans équivoque, m'ont incité à me plonger dans le détail du dossier, qui a particulièrement résonné avec mon expertise et mes connaissances sur les enjeux climatiques au sens large, une vue d'ensemble que j'ai pu acquérir en tant qu'auteur du dernier rapport du GIEC, publié entre 2021 et 2023. Alors, quand je me suis plongé dans ce dossier, j'ai réalisé qu'en fait, l'A69 cochait toutes les cases de ce qu'il ne faut plus faire si l'on veut respecter les engagements de l'accord de Paris. Sa traduction dans la loi française via la stratégie nationale bas carbone, et ce, dans toutes les dimensions: la physique, la préservation des écosystèmes, l'économie, l'aménagement du territoire, l'accès à la décision et la prise de décision, la transparence dans les choix politiques, les considérations sociales et la gouvernance. L'A69 m'est apparu comme un laboratoire miniature, un espace d'expérimentation de l'échec de la métamorphose sociétale, un espace d'expérimentation de la transition impossible, qui rassemble en fait tous les alibis de l'inaction. Et pour reprendre les mots, les qualificatifs de l'autorité environnementale, qui est le creuset d'un monde obsolète, anachronique, sur la base de son évaluation, tel que décrit dans l'évaluation de la comité de l'autorité environnementale. Alors, c'est cette concentration d'incohérence avec les trajectoires climat, biodiversité et société qui explique en fait la mobilisation qui est sans précédente de la communauté scientifique de toutes les disciplines. Donc ici, on est 4 représentants, on va dire, mais en fait, la communauté s'est largement mobilisée. Chaque discipline dans son domaine a pu évaluer l'inadéquation entre le projet et les objectifs climatiques. Donc, comme je le rappelais au début, le physicien, l'écologue, l'économiste, le sociologue. La première mobilisation, elle s'est faite par la communauté scientifique toulousaine au sein de la Técopole, qui regroupe 200 chercheuses et chercheurs, qui est une unité d'appui à la recherche du CNRS. Donc, une lettre ouverte au ministre de Transport de l'époque, Clément Beaune, et Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, fut écrite. Puis une pétition qui a mobilisé la communauté scientifique dans son ensemble et sa diversité, avec plus de 2000 signatures en un jour. Des urbanistes, des médecins ont ensuite rejoint cette dynamique. Enfin, une entrevue avec Carole Delga, avec mes collègues de la Técopole également, où malheureusement, nous n'avons pu que constater l'échec des discussions et l'impossibilité en fait de développer des espaces communs de dialogue partagé. Donc tout ça s'inscrit dans cette dynamique-là, et aujourd'hui, nous percevons, comme l'a rappelé Christine Arrighi, nous percevons et nous subissons le changement climatique dans notre quotidien. Donc nous savons parfaitement où nous allons, et nous avons une idée très précise de là où nous ne devrons pas aller, car les risques sont bien documentés, et la justesse de nos projections climatiques depuis 20-30 ans doit nous inciter à les considérer avec le plus grand sérieux. Alors revenons à cette autoroute A69. Comment cette autoroute s'inscrit dans ce cadre-là? En fait, cette autoroute A69 s'inscrit dans ce cadre de risques qui sont croissants et qui sont menaçants pour l'habitabilité de toutes et tous.
Cette autoroute, elle nous maintient, elle nous verrouille dans une trajectoire où l'adaptation est plus complexe et pourrait devenir impossible. Alors pourquoi? Parce que chaque dixième de réchauffement additionnel nous rapproche de manière sans équivoque de limites irréversibles et de points de bascule très impactants et déstabilisants, à la fois régionalement et globalement, pour les sociétés humaines et pour les écosystèmes. Donc, par nature même, une autoroute conduit à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et une artificialisation des sols. Alors, j'avais préparé une slide qui montre ces émissions de gaz à effet de serre. C'est la slide numéro 14. Et je vais m'appuyer sur cette slide-là. Je vous fais partage d'écran. Pardon, la slide numéro 15, excusez-moi. Mais je vous fais le partage d'écran, moi. Vous la projetez pas? Je pensais que c'est vous qui la projetiez. Excusez-moi. Et il y a eu une erreur, une petite erreur d'un service technique et je n'ai pas les droits sur la réunion en plus. J'ai un problème de toute façon. Ah, d'accord. Donc, du coup, alors attendez. Alors, j'ai transmis en revanche aux députés les. Voilà, bah, c'est parfait. Si vous y arrivez, tant mieux. Merci. Ça y est, très bien. Merci. Donc, c'est la slide numéro 15. 15, ouais. Voilà. Où il y a un tableau et c'est celle d'après. Voilà. Alors, cette slide-là, elle montre en fait donc les émissions additionnelles liées à cette construction d'autoroute. Donc, j'ai repris donc sur la gauche un tableau qui est dans l'étude d'impact réalisée par Atosca elle-même. Donc, c'est la page 746 de cette étude d'impact, où la société Atosca nous montre que les externalités environnementales dues aux conséquences des gaz à effet de serre additionnels induits par l'autoroute A69 sont bien évidemment négatifs et se chiffrent en euros à un coût collectif de 49,2 millions d'euros, auxquels viennent s'ajouter 5,2 millions d'euros pour la pollution. Donc ça, ce sont les chiffres qui viennent vraiment de l'étude d'impact. Quand on regarde ce tableau, donc les émissions de gaz à effet de serre correspondent à la dernière ligne. Quand on regarde ce tableau, il est intéressant de réaliser que les bénéfices économiques de la 69 sont essentiellement induits par la première ligne, par les gains de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'est dupe que le contexte géopolitique international et les tensions sur l'énergie et l'approvisionnement, en approvisionnement et en coût, nous conduira de manière quasi certaine, sur la prochaine décennie, certes de manière très probable, à une réduction de la vitesse limite sur autoroute vers 110 km/h, ce qui rend ces estimations de 500 et quelques millions d'euros complètement hors sol et ces estimations-là doivent être vraiment mises au regard des coûts environnementaux qui sont de moins 50 millions d'euros. Donc, le qualificatif qu'on entend souvent, l'autoroute verte du futur, ne résiste tout simplement pas aux faits qui sont opposables, avec des chiffres qui viennent des évaluations fournies dans l'étude d'impact actualisée en 2002 par Atosca elle-même. Donc, les pertes par excès d'émissions de CO2 sont largement en plus sous-estimées aujourd'hui au regard des nouvelles estimations des risques qui ont été réévaluées à la hausse dans le dernier rapport du GIEC et de manière substantielle. Donc, c'est ici le graphe que vous avez sur la droite qui montre en fait l'évaluation des risques qui est estimée par ces mèches de différentes couleurs en fonction des niveaux de réchauffement. Donc, plus la couleur tend vers le marron, plus le risque est important. Et il y a différents thèmes qui sont abordés dans ces risques, comme les risques liés à des événements extrêmes, les risques liés à une distribution généralisée des impacts, des risques qui proviennent d'un événement unique. Et on voit en fait, il y a deux colonnes. Une colonne qui représente les anciennes évaluations des risques avec le rapport du GIEC de 2013 et sur lequel les chiffres aujourd'hui, les normes aujourd'hui sont encore basées, et les nouveaux risques, les nouvelles estimations de risques qui viennent du 6e rapport, qui montrent que tous les risques aujourd'hui sont réévalués à la hausse, ce qui veut dire que pour un même niveau de réchauffement global, on a des risques qui sont beaucoup plus tôt et beaucoup plus grands. Donc, le géophysicien que je suis rappelle ici donc, que chaque tonne de CO2 émise dans l'atmosphère compte, car c'est le cumul des émissions de CO2 qui détermine le niveau de réchauffement et des risques.
Dit autrement, toute tonne de CO2 évitée est une réduction de risque, où tout objectif raté est à l'inverse une accentuation du risque. Alors je rappelle que ce n'est pas mon opinion, hein, c'est une loi intangible de la physique qui de facto est non négociable. Et cette loi de la physique, elle a une conséquence essentielle pour le projet de l'A69 qui nous réunit ici. Chaque tonne additionnelle de CO2 compte. Il n'y a pas de petites émissions. C'est la somme de toutes les petites émissions qui conduit à l'état climatique actuel et qui détermine le niveau de risque futur climatique. Dès lors, l'A69 compte et minimiser son impact correspond à une méconnaissance du fonctionnement du système climatique. On retrouve ces mêmes arguments relativistes à toutes les échelles de décision. On a tous entendu le fameux « la France n'émet que 1% des émissions de CO2 ». Pourquoi porter alors le fardeau de l'action? La France, en fait, est le deuxième pays le plus émetteur de l'Europe, des 27. Seule l'Allemagne est proche de 2%. Les autres pays sont tous inférieurs à 1%. Est-ce que ça exonérerait pour autant chaque pays européen à agir pour limiter les émissions et engager une transformation sociétale qui le permette? Assurément pas. Pour faire 100%, il faut 100 fois 1%, ce qui montre que l'impact des petits projets, considérés comme petits projets, est absolument important. Donc les responsabilités, on voit, sont toutes éclatées. Et c'est ce qui fait justement la difficulté de l'action et en même temps la tentation à minimiser l'impact en isolant les projets. Donc l'A69 est un éclat parmi d'autres, avec la particularité qu'il est un projet d'infrastructure à durée de vie longue, un projet d'infrastructure qui verrouille les transformations immédiates, rapides, nécessaires, soutenues dans le temps, 4 objectifs, 4 qualificatifs que je reprends ici du dernier rapport du GIEC, et dans tous les secteurs, une transformation que nous devons engager si l'on veut respecter le cadre de l'accord de Paris. Donc je conclus sur cette première question, et je laisse la place ensuite à mes collègues. Je la reprendrai pour la compensation, sur les problématiques de compensation. Et c'est cet ensemble de raisons qui nous ont conduit à nous engager dans l'opposition à ce projet, parce que en fait, j'ai pu appliquer mon expertise globale à l'échelle régionale, au local, étant moi-même de la région et connaissant les enjeux et les spécificités de ce territoire. Et je ne me serais jamais engagé en fait dans cette opposition, jamais engagé plus avant, sans l'évaluation des collègues sur des domaines éloignés de mon expertise, qui permet en fait d'approcher l'objet A69 dans sa complétude. Et donc, je vais laisser mes collègues décliner ces différents détails, ces spécificités régionales sur le projet A69. Et je reprendrai ensuite pour ces histoires de compensation. Je vous remercie. Merci, M. Kassou. Alors, je pense que c'est Rémi qui va enchaîner sur Pardon, la deuxième question. Je n'avais pas activé le micro. Bonjour, peut-être que Christophe, le diaporama peut être enlevé. Oui. Alors, c'est pas moi qui... D'accord, pardon. Alors, on a dans la liste de questions qui nous a été adressée, on avait une deuxième question intitulée « Si le projet d'élargissement de la route nationale 126 avait été retenu, auriez-vous été en faveur de ce projet ou neutre à son égard? Ou estimez-vous qu'il faut, en tout état de cause, s'efforcer de réduire l'impact de la voiture individuelle? L'aménagement de la liaison ferroviaire Toulouse-Castres participerait-elle, selon vous, de cette approche ?» À cette question, notre réponse est claire. Comme tous les opposants à la 69, mais aussi comme tous les habitants de Castres et du sud du Tarn, tant cela fait consensus, nous défendons le principe d'amélioration des infrastructures de transport entre Castres et Toulouse. Et cela peut en partie au moins se traduire par la rénovation de la RN 126. En fait, depuis plus de 15 ans, tous les opposants appellent de leur vœu la rénovation de cet axe essentiel pour le sud du Tarn. C'était déjà le cas du collectif des maires, du collectif RN 126, du pacte, pas d'autoroute Castres-Toulouse, jusqu'aujourd'hui avec les différents collectifs comme La Voie est libre et tous les autres mouvements et syndicats engagés dans la contestation. Donc ici, on voudrait souligner ce qui est souvent caricaturé. Les opposants à la 69 souhaitent bel et bien que le trajet, le déplacement, la mobilité entre Toulouse et Castres soit amélioré, sécurisé, facilité. Les opposants, ils s'opposent d'abord et avant tout à la création d'une nouvelle infrastructure autoroutière
alors même que les solutions alternatives n'ont jamais été sérieusement ni débattues, ni étudiées, et qu'existe déjà une route nationale parallèle d'une dizaine de mètres à peine au projet autoroutier. Ici, je crois que c'est important d'insister sur cette situation pour les personnes qui ne connaissent pas le territoire, le terrain dont on est en train de parler. On est vraiment sur une route nationale et à quelques dizaines de mètres, la construction et le projet de la 69. Alors, Nous allons nous, pardon, je vous aide en 30 secondes, nous allons nous déplacer sur le terrain justement pour le bien, visiter. c'est effectivement, je pense, vraiment une situation micro-locale qui mérite d'être visualisée, en fait, simplement. Alors, vous nous interrogez sur la rénovation de la RN 126. Ici, je souhaiterais vraiment revenir sur un élément essentiel de ce dossier A69, puisque la rénovation de la nationale 126 n'a jamais été sérieusement envisagée. Jamais. On se pose la question ici, aujourd'hui en 2024, mais chacun sait que l'État a, dès 2007-2008, fait le choix de la concession autoroutière contre celui de la rénovation de la route nationale. On peut citer la date du 4 février 2009, date à laquelle la Commission nationale de débat public décidait de soumettre au débat public le, je cite, projet d'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la liaison Castres-Toulouse par mise en concession autoroutière. Le débat public était donc lancé, mais sans qu'il n'y ait à débattre des alternatives possibles, existantes ou à imaginer, qu'elles soient routières ou ferroviaires. On peut y voir ici un échec de la procédure et de la décision publique en général. Alors d'ailleurs, on a pu écouter les précédentes auditions, notamment celle que vous avez citée, Madame la Présidente, en début de séance, et les précédentes auditions de la Commission ont permis de constater que même la région Midi-Pyrénées était réservée sur ce choix exprimé par l'État. La collectivité, région Midi-Pyrénées, a d'ailleurs cofinancé en 2016, avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne et plusieurs communes opposées, une préétude de l'aménagement sur place de la RN 126, mais cette étude était une préétude, elle n'a jamais été plus approfondie. Alors, nous pensons que s'il y a tant d'agitation aujourd'hui autour de la 69, c'est-à-dire 15 ans plus tard, c'est notamment parce que le choix autoroutier a été imposé sans débat ni étude préalable. Il faut se replacer dans le contexte. En 2008-2009, ce sont des choix strictement budgétaires qui vont justifier le désinvestissement de l'État français dans le domaine des infrastructures routières. C'est l'époque où les directions départementales des routes font partie de ces administrations déconcentrées de l'État qui sont réorganisées par le transfert des routes nationales aux départements notamment. En fait, c'est une période de réforme marquée par ce que l'on appelle en sciences sociales, par les principes du New Public Management, c'est-à-dire un cadre de pensée qui émerge dans les années 90 pour promouvoir la réduction drastique des interventions de l'État-providence, la diminution maximale de ses missions et la régulation sociale par le marché en général. Du côté des géographes dont je suis, on montre bien depuis longtemps que ces réformes de l'État, elles produisent des effets territoriaux importants sur les services publics, par exemple, et de manière générale, notamment dans les villes petites et moyennes. Ici, le choix d'une A69 à concession privée contre celui d'un réaménagement public de la nationale 126 en est une illustration. Pour terminer, on peut se poser la question, est-ce qu'on défendrait aujourd'hui, en 2024, le même projet de réaménagement de la RN 126 que celui qui aurait pu être conçu en 2010? La réponse est non. Nous aussi, nous aurions dû également revoir la copie de la RN 126 rénovée. En fait, tout projet d'infrastructure routière ancien mérite d'être révisé au regard des incertitudes environnementales et énergétiques que nous connaissons désormais. L'alternative à l'autoroute donnerait sans doute beaucoup plus d'importance au ferroviaire que ce que ça aurait pu être il y a 15 ans, conformément aux transitions et aux bifurcations déjà en cours, si on observe les politiques publiques déjà existantes, en décarbonation, le zéro artificialisation nette, etc. Et concrètement, et pour terminer, si les déviations existantes de Pulloran et de Soual demeuraient encore accessibles à l'avenir, puisque je rappelle qu'elles vont être intégrées à la concession autoroutière, en soi, les quelques interventions qui paraissent indispensables au niveau de Cuc-Toulza et de quelques tronçons de la nationale, tout cela serait d'ampleur quand même très limitée. Mais pour répondre plus précisément, il faudrait que des études aient été réalisées
au-delà de la préétude de 2016, ce qui n'a jamais été le cas. Alors, Voilà. messieurs,